En entrant dans la grande salle de bal du domaine des Pins Dorés, je regrette instantanément d'être venue. Des lustres font pleuvoir une lumière cristalline sur les sols en marbre, et la richesse murmure à travers la pièce sur des tons feutrés de respect. La main de Michel se pose au creux de mes reins, me stabilisant par la douce pression de sa paume. « Respire », murmure-t-il, ses yeux de chirurgien m'évaluant avec une précision clinique. Nous avons mérité notre place ici. Léo tire sur son nœud papillon, sa patience d'enfant de 6 ans déjà mise à rude épreuve. « Maman, ce truc essaie de m'étrangler. » Je m'agenouille, ajustant le tissu offensant avec un sourire. « Juste pour un petit moment, mon grand. Tu te souviens de notre marché? Un bon comportement maintenant? La piscine après? » La foule de la réception s'écarte brièvement et mon cœur s'arrête. Un profil familier attire mon regard. La légère inclinaison de sa tête, la façon, haine dont elle se penche en avant quand elle rit. Je n'ai pas vu ce geste depuis 11 ans, mais mon corps s'en souvient instantanément, comme une cicatrice qui picote avant l'orage. La mariée se retourne, une coupe de champagne levée pour un toast, et nos regards se croisent à travers la salle. Grâce, ma sœur. La flûte de champagne tremble légèrement dans ma main, seul signe extérieur du tremblement de terre qui secoue mon intérieur. Je n'avais pas reconnu le nom de Daniel Dubois sur l'invitation. Je n'avais pas fait le lien. J'avais supposé que Grâce utilisait toujours notre nom de famille, Fournier. Son souffle coupé tranche la conversation ambiante comme une lame. Les têtes se tournent. La musique continue, mais une bulle de silence se forme autour de nous, s'étirant à travers le fossé qui nous sépare. Derrière elle, le visage de ma mère perd ses couleurs, puis devient cramoisi. Mon père se déplace de manière protectrice vers Grâce, ses larges épaules créant une barrière entre nous, comme il l'a fait toute notre vie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffle ma mère, assez fort pour que les invités les plus proches se tournent avec des yeux curieux. La honte familière me monte à la gorge pendant un battement de cœur. J'ai de nouveau 21 ans, debout sous la pluie avec une valise, sans abri et seul. Michel s'avance, sa voix ferme mais mesurée. Mon épouse est une invitée. Elle est la PDG de Medinova. Nous avons été personnellement invités par le marié. Le nom de Medinova se propage comme une onde de choc à travers le groupe de professionnels de la santé à proximité. J'entends des chuchotements. Je vois la reconnaissance poindre dans leurs yeux. PDG. Une femme en robe bordeaux se tourne vers son compagnon. C'est Ambre Fournier. La pluie traverse ma veste fine, tandis que les mots de mon père résonnent dans ma mémoire. Si tu es trop ingrate pour aider à la clinique, ne reviens pas. Le claquement de notre porte d'entrée ponctue sa phrase, aussi finale qu'un coup de marteau de juge. Maintenant, je me tiens droite, le dos droit dans une robe Valentino. La pluie est un lointain souvenir. La jeune fille, effrayée, a disparu. À sa place, se tient une femme qui a bâti quelque chose à partir de rien, qui a refusé de disparaître. Le docteur Daniel Dubois s'approche, l'incompréhension plissant son front. Son regard passe du visage figé de Grâce au mien, tout en contrôle. « Vous connaissez la PDG de Medinova ?» Il adresse cette question à mes parents, puis se tourne vers moi, avec un intérêt grandissant. Nous essayons d'établir un partenariat avec eux depuis des mois. Votre système de surveillance des patients révolutionne les soins post-chirurgicaux. Grâce tente un sourire, mais il vacille sur les bords. Mère et père échangent des regards chargés de panique. Les chuchotements parmi les invités au riage deviennent plus forts, plus insistants. Je pourrais faire une scène. Je pourrais exposer 11 ans de mensonges. Je pourrais dire à Daniel comment ils ont raconté à tout le monde que j'avais abandonné mes études, comment ils m'avaient dépeinte comme irresponsable
tout en empochant l'argent de mes frais de scolarité au profit de Grace. Le pouvoir est enfin entre mes mains. Au lieu de cela, je dis simplement « Bonjour, Grace. Félicitations ». La simplicité de mes mots a l'effet d'un coup de tonnerre. Grace tressaille comme si j'avais crié. La main de Michel revient dans mon dos, une question silencieuse. Rester ou partir? Léo lève les yeux vers moi, innocent des courants sous-jacents qui tourbillonnent autour de nous. Maman, est-ce que la dame en robe blanche est ton amie? Le regard de Daniel s'aiguise. Il regarde entre Grace et moi, sa nouvelle épouse, et l'étrangère qui n'est clairement pas une étrangère. Grace. Sa voix porte la confusion et les premières notes de suspicion. Je croyais que tu avais dit que ta sœur était... Sa voix s'éteint, la phrase inachevée flottant entre nous. Les yeux de Grace s'agitent frénétiquement entre son nouveau mari et ses parents. Pour la première fois de ma vie, je la regarde chercher ses mots. Avez-vous déjà franchi le seuil d'une pièce pour le regretter aussitôt? Le plus intelligent serait de prendre ma famille et de m'éclipser discrètement. Laisser Grace avoir sa journée parfaite. Ne pas réveiller le chat qui dort. Mais parfois, le regret n'est que la peur déguisée. Et j'ai cessé d'avoir peur il y a bien longtemps. Je la regarde se débattre, et une étrange sensation de calme m'envahit. La certitude que je suis exactement là où je dois être, non pas pour la détruire, mais pour enfin cesser de la laisser me définir. Et voici ma femme, Grace. Daniel rayonne, son bras glissant autour de sa taille. Diplômée de la Sorbonne et l'esprit brillant qui gère le cabinet médical de sa famille à Val-Fleury. Je me tiens à 3 mètres de là, mon champagne intact, regardant ma sœur hocher la tête timidement alors qu'elle est présentée à un groupe de médecins. Ses boucles d'oreilles en perles captent la lumière lorsqu'elle incline la tête. Un geste que je reconnais de notre enfance. Un signe révélateur qu'elle s'apprête à enjoliver la vérité. La clinique Fournier sert notre communauté depuis 30 ans, dit-elle, la voix parfaitement calibrée entre fierté et humilité. Nous sommes spécialisés en médecine familiale avec quelques soins gériatriques. Michel me touche le coude, attirant mon attention sur la conversation qui se déroule à côté de nous. Une femme aux cheveux argentés dans un élégant tailleur-pantalon lit mon badge nominatif. Medinova. Ses yeux s'écarquillent. Vous êtes Ambre Fournier. Votre présentation au sommet médical de Lyon le mois dernier était brillante. Le système de surveillance des patients que vous avez développé est en train de changer les protocoles de récupération post-chirurgicale dans 3 régions maintenant. 4, en fait. Je souris. Nous venons de finaliser la mise en œuvre avec le réseau hospitalier de la région Rhône-Alpes. De l'autre côté de la pièce, Grace cherche une réponse confuse sur les tendances de la thérapie plaquettaire. Le médecin qui l'interroge échange un regard subtil avec son collègue. Je pensais que le programme de médecine de la Sorbonne s'était éloigné de cette approche il y a 3 ans, dit-il, le front plissé. Le rire de Grace flotte, un ton trop haut. Eh bien, vous savez comment sont ces débats académiques. Certains professeurs s'accrochent plus longtemps que d'autres aux méthodologies traditionnelles. L'expression de Daniel change presque imperceptiblement, se resserrant autour des yeux, un léger rette trait de son bras de sa taille. Il remarque l'incohérence. Ambre. La voix derrière moi appartient à mon père. 11 ans de plus, mais indubitablement le même ton autoritaire qui m'envoyait autrefois me dépêcher de répondre au téléphone à la clinique après l'école, pendant que Grace s'exerçait au piano. « Tu dois partir, » dit-il, se positionnant entre moi et le reste de la salle. « Tu gâches la journée de Grace. » Michel se raidit à côté de moi, mais je pose une main apaisante sur son bras. J'ai été invitée par Daniel. Je réponds, ma voix basse, mais ferme. Peut-être devriez-vous expliquer pourquoi cela vous dérange. Le visage de mon père rougit.
Le costume coûteux qu'il porte ne peut dissimuler l'homme en dessous, un médecin de petite ville dont l'autorité s'arrête aux frontières de son propre cabinet. Ne joue pas l'innocente. Tu te pointes comme ça, en te pavanant avec ta soi-disant entreprise. Medinova n'est pas vraiment une soi-disant entreprise. Michel s'avance, imposant dans son rôle de chirurgien, formé à l'une des meilleures facultés. La conférence sur les technologies médicales à Marseille le mois dernier présentait votre fille comme conférencière principale. Ces systèmes de surveillance sont dans 27 hôpitaux à l'échelle nationale. Un invité à proximité se tourne à ces mots, reconnaissant clairement le nom de l'entreprise. De l'autre côté de la salle, ma mère plane près de Grace, essayant désespérément d'éloigner les collègues de Daniel de ma direction. Ses mains s'agitant comme des oiseaux paniqués. Trop tard. Les connexions se forment déjà dans toute la pièce. Les professionnels de la santé reconnaissent mon nom, font des associations. Léo tire sur ma main. « Maman, je peux avoir du gâteau maintenant ? Tu avais promis. » « Dans 1 minute, mon cœur. » Léo regarde par-dessus mon épaule, les yeux fixés sur Grace. « Est-ce que cette dame est ta sœur ? Est-ce qu'elle est allée à la Sorbonne comme toi ?» Le visage de mon père perd toute couleur. Avant qu'il ne puisse répondre, Léo continue innocemment. « Tu m'as montré tes vieilles photos de fac ? Les bâtiments rouges étaient jolis. » Grace s'est rapprochée. Daniel à ses côtés. Son visage se fige aux mots de Léo. « La Sorbonne ?» dit Daniel, regardant entre nous. « Tu es aussi allée à la Sorbonne, Ambre ? » « Promotion 2014. » Je réponds simplement, sans préciser qu'il s'agissait d'un diplôme obtenu à l'université publique après 2 ans en IUT, et non de la prestigieuse faculté de médecine. Le collègue de Daniel, un cardiologue distingué d'après sa conversation, se tourne vers Daniel. « Tu ne nous as pas dit que la sœur de ta femme était Ambre Fournier. Son travail sur les algorithmes prédictifs pour les complications post-chirurgicales est révolutionnaire. L'hôpital universitaire de Lyon a réduit ses taux de réadmission de 22% en utilisant ces systèmes. » Le poids de 11 ans de mensonges s'installe visiblement sur les épaules de Grace. Elle tend la main vers le bras de Daniel, mais il s'écarte légèrement, son attention maintenant entièrement tournée vers la conversation professionnelle qui se déroule autour de moi. Sa façade commence à se fissurer, et pour la première fois, je ne ressens aucune satisfaction, seulement une vague pitié pour la cage dorée qu'elle s'est construite. La pluie martèle la vitre de ma chambre d'étudiante alors que je fixe le relevé bancaire. Les chiffres ne correspondent pas. Mon fonds d'études, vidé, transféré sur un compte que je ne reconnais pas. Le même jour, un paquet arrive de Grace, des photos de ses vacances de printemps à Cancun, le voyage que je ne comprenais pas comment notre famille pouvait se permettre. Je chasse le souvenir, me concentrant sur le présent. Daniel a pris Grace à part. Leur chuchotement s'animait visible depuis l'autre bout de la salle de bal. Son visage reflète une confusion croissante, puis de l'incrédulité, puis quelque chose de plus dur alors qu'elle s'agrippe à sa manche. « Tu m'as dit que tu étais diplômé de la Sorbonne, » dit-il, la voix s'élevant juste assez pour être entendue. « J'y suis allé. Je n'ai jamais entendu ton nom mentionné par aucun des professeurs. » La réponse de Grace est frénétique. C'était principalement de l'enseignement à distance, un programme spécial qu'ils avaient pour... La faculté de médecine de la Sorbonne ne propose pas de diplôme à distance. La coupe Daniel, sa voix devenue glaciale. Jamais. La couleur quitte le visage de Grace alors qu'elle réalise que sa vie soigneusement construite commence à s'effondrer. Ses yeux parcourent la pièce, se posant sur les miens avec désespoir. Daniel recule d'un pas, redresse son nœud papillon et se retourne. D'un pas délibéré, il traverse la salle de bal, s'éloignant de Grace, directement vers moi. Derrière lui, les yeux suppliants de Grace le suivent.
une femme qui se noie regardant sa dernière bouée de sauvetage s'éloigner. Il me guide loin de la foule avec une main douce sur mon coude. Ses doigts tremblent légèrement contre ma peau. Seule indication que le médecin posé est ébranlé. « Trouvons un endroit plus calme, » dit-il, sa voix stable, mais ses yeux retournant vers l'endroit où se tient Grace avec mes parents, leur tête penchée dans une conversation urgente. Nous nous installons dans une petite alcôve au bord de la salle de bal, 2 fauteuils moelleux, une petite table entre nous. L'éclairage tamisé jette des ombres sur son visage, soulignant les angles vifs de la confusion qui y sont gravés. Je m'excuse pour cette situation gênante, commence-t-il en ajustant son nœud papillon. Je suis juste... Ces mots s'éteignent, incertains de la manière de formuler l'abîme de questions qui les sépare. Vous ne saviez pas que Grace avait une sœur? Je termine pour lui, gardant ma voix neutre. Les yeux de Daniel s'écarquillent. Elle a mentionné une sœur une fois, mais elle a dit que tu avais abandonné la fac après un semestre, que tu ne supportais pas la pression et que tu avais disparu. La vieille blessure palpite, mais je ne bronche pas. Des années de négociations en conseil d'administration m'ont appris à garder un visage impassible, même quand je saigne intérieurement. J'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien, dis-je simplement, tout en cumulant 3 emplois. 3 emplois? Son front se plisse. Le matin dans un café, le soir à l'accueil de l'hôpital, le week-end dans un centre d'appel. Les souvenirs affluent, l'épuisement jusqu'à l'os, s'endormir sur les manuels, la poussée incessante vers l'avant. J'ai payé mes études à temps partiel, sans aucun soutien familial. Chaque mot atterrit comme une pierre entre nous, les ondulations se propageant vers l'extérieur. L'expression de Daniel passe de la confusion au calcul, l'esprit analytique du chirurgien réévaluant tout ce qu'il pensait savoir. « La Sorbonne ?» demande-t-il, nommant sa propre alma mater. Je secoue la tête. IUT d'abord, puis l'université. Je ne pouvais plus me permettre une grande école après avoir découvert que mon fonds d'études avait été... Je m'interromps, choisissant mes mots avec soin. Réaffecté à l'éducation de Grace, conclut-il, les pièces du puzzle s'emboîtant. La salle de bal autour de nous s'estompe alors que les souvenirs refont surface. Dormir sur le canapé inconfortable de Sarah pendant 6 mois, prendre des douches au foyer des jeunes travailleuses quand le petit ami de Chloé m'a mise à la porte. Manger des nouilles instantanées pendant des semaines pour économiser pour les manuels. L'humiliation de demander de ce délai au professeur parce que je ne pouvais pas rester éveillée après des enchaînements de 3 services. Chaque souvenir est une brique dans le mur qui me sépare de ma famille, une brique que j'ai posée moi-même, par nécessité. Le visage de Daniel montre une sympathie grandissante, mais aussi une lueur de respect, qui vaut plus que n'importe quelle excuse que ma famille aurait pu me faire. C'est à l'hôpital où je travaillais à l'accueil que j'ai rencontré Michel. Je continue, ma voix égale, dépouillée de tout auto-apitoiement. Il était interne à l'époque. Je me souviens de cette nuit-là clairement, penchée sur des manuels d'administration de la santé pendant ma pause dîner, l'épuisement tirant sur mes paupières. Michel s'arrêtant à mon bureau, curieux des schémas complexes que j'avais esquissés dans les marges. « Vous comprenez la théorie des flux de patients de Kellerman ?» avait-il demandé surpris. « Elle est erronée. » avais-je répondu sans lever les yeux. Le goulot d'étranglement n'est pas la documentation à l'admission, mais le manque de standardisation des exigences entre les services. Il avait tiré une chaise et nous avions parlé jusqu'à la fin de ma pause. Le lendemain, il a apporté du café et des questions sur mes idées pour rationaliser la surveillance des patients. En quelques mois,
Nous développions le prototype qui deviendrait le produit phare de Medinova. Daniel se penche en avant, absorbé. Et Medinova. Grâce a mentionné que tu avais un simple travail de bureau. Je ne peux m'empêcher d'esquisser un petit sourire. Nous avons commencé dans notre appartement il y a 7 ans. Le chiffre d'affaires du dernier trimestre s'élevait à un peu moins de 400 millions d'euros. De l'autre côté de la salle, je repère mes parents qui flanquent Grace comme des sentinelles. Mon père, Gérard, fait les 100 pas, le visage rouge de colère. Tant dit que ma mère, Hélène, agrippe le bras de Grace, ses articulations blanches de tension. Il nous lance des regards frénétiques, chuchotant avec urgence. Ils vont bientôt essayer de nous séparer, dis-je calmement. Daniel suit mon regard. Il semble préoccupé. Michel s'approche de nous, son téléphone discrètement positionné à ses côtés. Je reconnais sa stratégie, documenter le comportement tout en ayant l'air décontracté. Une mesure de protection que nous avons apprise après des années à naviguer dans des environnements professionnels hostiles. « Tout va bien ici ?» demande-t-il, ses yeux de chirurgien effectuant une évaluation rapide de mon bien-être. On se remémore juste de vieux souvenirs. Je réponds, la gratitude réchauffant ma poitrine. L'homme qui se tient à mes côtés, stable, brillant, me voit tel que je suis, pas comme le récit commode de ma famille. À point nommé, Hélène se précipite vers nous, sa voix calme, hybrée, pour porter. « Daniel, il y a quelqu'un de l'hôpital général de Lyon qui meurt d'envie de te rencontrer. » Ses yeux glissent sur moi, comme si j'étais invisible. Une sensation familière. Daniel ne bouge pas. Dans un instant, Hélène. Ambre et moi avons une conversation importante. Le sourire de ma mère se fige. Toujours à chercher l'attention, cette Ambre. Elle se tourne vers le groupe d'invités le plus proche. Elle a toujours été jalouse des réussites de sa sœur. La déclaration flotte dans l'air comme de la fumée, âcre et étouffante. Plusieurs invités se tortillent mal à l'aise, leurs regards allant de l'un à l'autre. Je reste assise, le dos droit, le visage impassible. La main de Michel repose sur mon épaule, une encre silencieuse. La vérité de la situation est bien plus puissante que son mensonge désespéré. Son attaque ne fait que souligner sa propre panique, une panique qui révèle la fragilité de leur monde construit sur des omissions et des demi-vérités. Le silence qui suit son éclat est plus révélateur que n'importe quelle réplique de ma part. Et dans ce silence, je sens le pouvoir changer de camp, non pas par agression, mais par la simple force de ma présence et de la vérité que je représente. Je n'ai plus besoin de me défendre, la réalité le fait pour moi. Quand la porte des toilettes se referme derrière moi 20 minutes plus tard, je ne suis pas surprise de trouver Grace déjà à l'intérieur, réappliquant son mascara avec des mains tremblantes. Nos regards se croisent dans le miroir. « Pourquoi tu me fais ça ?» demande-t-elle, la voix se brisant sur le dernier mot. Je me lave les mains, lentement, délibérément. Te faire quoi, exactement? Gâcher mon mariage, faire en sorte que Daniel remette tout en question. Des larmes strignent son maquillage soigneusement appliqué. Je ne fais rien. Je réponds doucement. J'existe, tout simplement. Grace claque son tube de mascara sur le comptoir en marbre. Tu étais censé rester partie. Disparu. Pour la première fois, je vois la peur derrière sa colère, la terreur d'un château de cartes qui commence à s'effondrer. Elle a vécu une vie de confort, une vie construite sur mon sacrifice, et ma simple présence menace de réduire tout cela en cendres. Ils ont dit à tout le monde que tu avais abandonné tes études, continue-t-elle, les mots sortant comme une confession. Que tu ne pouvais pas gérer les responsabilités, que tu étais instable. Et pourtant me voilà. Je l'interromps. Gérant pas mal de choses.
Quand je sors des toilettes, mon calme est intact. Je retourne aux côtés de Michel, à la chaleur de sa main qui trouve la mienne. Grace suit quelques minutes plus tard, le maquillage frais, mais quelque chose d'essentiel s'est brisé derrière ses yeux. Je le remarque immédiatement, le changement subtil dans la pied. Les invités du mariage dérivent progressivement vers nous, attirés par une curiosité sincère. Un neurochirurgien discute des innovations en matière de surveillance des patients avec Michel. Une administratrice d'hôpital me glisse sa carte. Votre système de surveillance post-opératoire a réduit nos taux de complications de 30%, me dit-elle. Nous aimerions explorer l'extension de sa mise en œuvre. Daniel se tient à mon coude, attentif à la conversation, posant des questions pertinentes sur la technologie de Medinova. Sa nouvelle épouse plane à la périphérie, invisible, une simple décoration à côté de la substance de la conversation. Mon père, Gérard, s'approche, les épaules carrées pour la bataille. « Daniel !» interrompt-il bruyamment. « C'est le mariage de Grace. Concentrons-nous sur ses accomplissements. » Le silence qui suit remplit la pièce comme de l'eau, noyant tout le reste. Tous les regards passent de Daniel à Gérard, rue de Grace, dont le sourire s'étire finement sur son visage. Personne ne parle, personne n'en a besoin. L'embarras est palpable, une couverture épaisse et inconfortable qui s'abat sur eux. Ils ont essayé de me réduire au silence pendant des années, de m'effacer de leur histoire. Mais ce soir, leur tentative désespérée de maintenir leur fiction ne fait qu'exposer sa vacuité. Le silence est leur condamnation. Parfois, il n'y a pas besoin de mots pour exprimer la vérité. Elle se révèle d'elle-même dans le vide laissé par les mensonges. Je me rends compte que je ne ressens plus le besoin de me battre. Je n'ai plus besoin de crier pour être entendue. Mon succès, ma sérénité, ma simple présence sont plus éloquents que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer. C'est une libération, un poids qui se soulève de mes épaules après 11 longues années. Je tends ma flûte de champagne à moitié vide à un serveur qui passe et je vérifie ma montre. Nous sommes restés assez longtemps. Michel croise mon regard de l'autre côté de la pièce où il se dégage d'une conversation avec un chirurgien orthopédiste enthousiaste. Son léger hochement de tête confirme que nous sommes sur la même longueur d'onde, comme toujours. On part maintenant ? Léo tire sur ma main, l'espoir illuminant ses yeux. C'est l'heure de la piscine. Oui, mon grand, juste une dernière chose. Je sors une petite enveloppe couleur crème de ma pochette. À l'intérieur repose un certificat d'action de Medinova. Pas une somme qui change la vie, mais assez pour marquer le coup. C'est ce que je suis maintenant, pas la jeune fille désespérée qu'ils ont rejetée. C'est une déclaration silencieuse, non pour eux, mais pour moi. Un rappel tangible du chemin parcouru. Michel nous rejoint, sa main trouvant le creux de mon dos. Prête ? Presque. Je balaie la pièce du regard à la recherche de Daniel. Le pauvre homme mérite un peu de courtoisie le jour de son mariage, même si ses beaux-parents n'en méritent aucune. Nous le trouvons près du bar, observant Grace avec une expression que je ne connais que trop bien. Les premiers indices de doute qui s'insinuent dans ce qui devrait être une certitude. Ma sœur évolue dans la pièce avec un charme exercé, mais maintenant, je remarque comment elle tressaille légèrement lorsque des termes médicaux entrent dans la conversation. Comment elle la redirige rapidement. « Nous partons !» dis-je à Daniel, lui tendant l'enveloppe. « Félicitations, encore !» Il la prend avec une chaleur sincère. « Merci d'être venu, surtout compte tenu. » Ses yeux dérivent vers mes parents, qui planent à proximité comme des vautours tournoyant au-dessus d'une proie blessée. J'apprécie l'invitation. Je suis sincère. Clore ce chapitre est plus important que je ne le pensais. Daniel se penche plus près, baissant la voix.
J'aimerais visiter Medinova un de ces jours, professionnellement. Nos regards se croisent, une compréhension passant entre nous sans mots. Il sait. Peut-être pas tout, mais il sait que l'histoire qu'on lui a racontée est incomplète. Mon assistante organisera cela. Je lui tends ma carte de visite, consciente que Grace nous observe, son sourire se fissurant sur les bords, comme de la vieille porcelaine. Ma mère, Hélène, glisse vers nous, son armure sociale fermement en place. Ambre a toujours été si ambitieuse, dit-elle à un invité voisin avec une légèreté calculée. Bien sûr, elle a eu des avantages que nous ne pouvions pas offrir à Grace. Le renversement flagrant de la vérité m'aurait blessée autrefois. Maintenant, c'est presque comique. Quels avantages était-ce, Madame Fournier ? Demande Michel innocemment. Les 3 emplois tout en suivant des cours du soir, ou le fait de dormir sur les canapés d'amis après qu'ils... Et vous ayez pris l'argent de ces frais de scolarité ? Le visage de ma mère se durcit, mais un groupe de collègues de Daniel s'est rapproché à portée de voix. Elle recule d'un pas, recalculant. Léo lève les yeux vers moi, la confusion assombrissant son visage. « Ce ne sont pas des gens de ta famille, maman ?» La question fait taire toutes les personnes à portée de voix. Simple, directe, involontairement dévastatrice. Je m'agenouille à son niveau. Ce sont des parents, mon grand. La famille, c'est différent. C'est à ce moment que mon père choisit de s'approcher, bombant le torse comme il le faisait quand j'étais jeune et facilement intimidée. Tu ne peux pas simplement revenir dans nos vies comme ça. Et je ne suis pas intéressée à revenir dans quoi que ce soit. Ma voix tranche son arrogance avec une finalité tranquille. Je ne suis pas ici pour vous exposer ou pour me réconcilier. J'ai construit ma propre vie, ce qui est exactement ce que vous m'avez forcé à faire quand vous m'avez montré la porte. L'image fulgurante revient, non sollicitée. La pluie trempant ma veste, le poids de ma valise, la liberté terrifiante de n'avoir plus rien à perdre. Derrière moi, Léo s'agite à nouveau avec son nœud papillon. Michel pose sa main sur l'épaule de notre fils, le protégeant, de la même manière qu'il m'a protégée toutes ces années, quand je pensais que j'allais me noyer dans le chagrin et la solitude. « Merci », dis-je à mes parents, les faisant cligner des yeux de confusion. « Merci de ne pas m'avoir donné ma chance. Vous m'avez obligée à construire la mienne. » Le visage de ma mère se contorsionne entre la rage et la préservation sociale. Pour une fois, elle ne trouve pas de mots. Je prends la main de Léo. Michel se met au pas à nos côtés, alors que nous sortons sans hâte, dignes, complets. Pas de déclaration dramatique, pas de scène larmoyante, juste le pouls, voire tranquille, de s'éloigner, entière. Des chuchotements nous suivent, comme une pluie fine. Mais contrairement à cette nuit-là, il y a 11 ans, ils ne m'atteignent pas. J'ai construit un parapluie de réussite qui me protège de leur tempête. Dans le hall, Léo se libère et tournoie avec une joie enfantine. « La piscine ! 10 minutes pour te changer et je te retrouve là-bas, » lui dit Michel en lui ébouriffant les cheveux. Alors que nous nous dirigeons vers les ascenseurs, j'aperçois notre reflet dans le mur de marbre poli, une famille de 3, solide et connectée. Derrière nous, à travers les portes de la salle de bal, j'entrevois Daniel observant notre départ, puis se retournant vers sa nouvelle épouse avec de nouvelles questions dans les yeux. Certains mariages marquent des débuts. Celui-ci marque une fin, la libération finale d'attente que je n'ai jamais eu besoin de combler, d'une approbation que je ne recherche plus, et d'une douleur que je refuse de porter plus loin. Léo appuie sur le bouton de l'ascenseur avec une détermination enthousiaste. « On monte !» Oui, on monte, en effet. La lumière du soleil traverse en biais les baies vitrées de mon bureau, projetant de longues ombres sur les sols en béton poli.
Un mois s'est écoulé depuis le mariage de Grace, mais le souvenir rôde encore dans les coins de mon esprit, comme un rêve à moitié oublié. Je parcours la proposition de partenariat de l'hôpital mémorial de Lyon. Un contrat à 8 chiffres étalé sur mon bureau. Le système de surveillance des patients de Medinova a réduit les complications post-chirurgicales de 37% lors de leur essai. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres n'ont pas de favoris. La voix de mon assistante, Meredith, crépite à travers l'interphone. Le docteur Daniel Dubois est là pour vous voir. Mon stylo s'immobilise sur le papier. Je n'avais pas parlé au mari de ma sœur depuis cette nuit-là. Faites-le entrer. Daniel entre comme un homme portant un poids invisible. Ses épaules sont voûtées, sa veste de costume froissée au coude. Des cernes sombres ombrent ses yeux. Merci de me recevoir sans rendez-vous. Il reste debout maladroitement jusqu'à ce que je lui désigne la chaise en face de mon bureau. Un café ? Je propose. Il secoue la tête. Je ne peux pas rester longtemps. J'attends. L'expérience m'a appris le pouvoir du silence. J'ai consulté un avocat au sujet des possibilités d'annulation du mariage. Les mots sortent en cascade, comme des pierres. Tout ce que Grace m'a raconté était inventé. Elle n'a jamais fréquenté la Sorbonne, elle n'a jamais géré le cabinet de vos parents. Elle est la réceptionniste. J'absorbe cela sans surprise. Les mensonges ont toujours été là, attendant que quelqu'un les remarque. Je suis désolée d'entendre ça, dis-je, et je le pense. Vos parents ont fait d'elle la façade de leur cabinet pendant qu'il... Sa voix s'éteint alors qu'il passe une main dans ses cheveux ébouriffés. Les pratiques de facturation de leur clinique. Ils facturaient à l'assurance maladie des procédures jamais effectuées, utilisant délibérément des codes obsolètes. Grace les a aidés. La révélation me frappe comme une gifle, non pas parce qu'elle est choquante, mais parce qu'elle confirme des soupçons que j'avais enterrés il y a des années. Je ne voulais pas vous mêler à nouveau à tout ça, continue Daniel. Mais quand j'ai commencé à enquêter sur le passé de Grace, j'ai trouvé des schémas, des incohérences. Votre nom apparaissait sans cesse dans les anciens dossiers de la clinique, puis disparaissait complètement il y a 11 ans. La ligne d'horizon au-delà de ma fenêtre scintille sous la chaleur de l'été. J'ai construit cette vue à partir de rien, pendant qu'ils construisaient leur vie sur des fabrications. Ils, ont utilisé mon fonds d'études pour Grace, dis-je simplement. Quand je les ai confrontés, ils m'ont dit que je n'avais de toute façon pas le niveau pour une grande école. Daniel grimace. L'ironie, c'est que je n'ai jamais voulu être médecin. Je voulais améliorer les systèmes médicaux, les rendre plus efficaces, plus précis. C'est ce que vous avez fait, dit Daniel, jetant un coup d'œil autour de mon bureau. Medinova est en train de transformer les soins post-chirurgicaux dans tout le pays. Un silence s'installe entre nous, confortable dans son honnêteté. La clinique fait l'objet d'une enquête, dit-il finalement. J'ai soumis des informations anonymes aux autorités compétentes après avoir découvert l'étendue de la fraude. Ils font ça depuis près de 15 ans. 15 ans. Commençant à peu près au moment où je suis partie pour l'université. Mon téléphone vibre avec un SMS de Michel. Je récupère Léo plus tôt. J. Ournez Ozo. Rejoins-nous. Une chaleur se répand dans ma poitrine. C'est ma vraie famille maintenant. Que ferez-vous ? Je demande à Daniel. Il redresse les épaules. Demander l'annulation, coopérer avec les enquêteurs, recommencer à zéro. Il hésite. Je suis venu m'excuser pour mon rôle involontaire dans votre reconnexion avec votre passé et pour vous demander... Prévoyez-vous de vous impliquer dans l'enquête ? La question reste en suspens entre nous, lourde de sous-entendus. Je pourrais les détruire complètement. Un seul appel de la PDG de Medinova aux enquêteurs de la fraude à l'assurance maladie accélérerait tout. Non, dis-je enfin.
J'ai construit ma vie séparément de la leur. J'ai l'intention de la garder ainsi. Un soulagement visible envahit son visage. Merci de m'avoir reçu. Après le départ de Daniel, je reste à ma fenêtre, regardant la circulation s'écouler 40 étages plus bas. Mon téléphone vibre avec et si une notification de message vocal. Le numéro de grâce, le 3e cette semaine. Je l'imagine, paniqué, cherchant une issue de secours qui n'existe plus. Michel appelle alors que je rassemble mes affaires pour les retrouver au zoo. « Tu as l'air fatigué ?» dit-il. « Daniel Dubois est devenu me voir ?» Le cabinet familial fait l'objet d'une enquête pour fraude à l'assurance maladie. Une pause. « Tu vas bien ?» « Oui. » La réponse me surprend par sa véracité. « Tu vas t'impliquer ?» J'observe un faucon à queue rousse tournoyer autour des gratte-ciel, chevauchant les courants thermiques avec une grâce sans effort. Je pensais à ce que tu as dit la semaine dernière, sur le fait que mon succès est déjà leur plus grande punition. Je maintiens cela, dit Michel. Mais c'est ton choix. Mon ordinateur sonne avec un nouvel email. Un avocat représentant la division d'enquête sur la fraude à l'assurance maladie, demandant des informères. Attention sur mon passage au cabinet familial Fournier. En pièces jointes, des documents requérant mon témoignage. Ils veulent que je témoigne, dis-je à Michel. Que vas-tu faire? Je considère la question. Une partie de moi veut supprimer l'email, refuser la demande, laisser ce qui leur arrive se produire sans que mes empreintes digitales ne soient nulle part. Une autre partie se souvient des patients qui leur ont fait confiance. Des hommes et des femmes âgées dont les prestations de l'assurance maladie ont été volées. Je leur transmettrai des copies des dossiers originaux de la clinique de l'époque où j'y travaillais. Je décide. Rien de plus, rien de moins. Juste les faits. Je suis fier de toi, dit Michel. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre message vocal de grâce. Son 3e aujourd'hui. Le premier implorait de l'argent. Le second menaçait de dire à Léo la vérité sur sa mère. Je n'ai pas besoin d'entendre le tierce. 3e. J'appuie sur supprimer sans écouter. Le petit geste est étonnamment final. Léo veut voir les nouveaux bébés tigres, dit Michel. Sa voix un ancrage bienvenu dans ma vie réelle. Dis-lui que j'arrive. Je prends mon sac, m'arrêtant à la porte pour jeter un dernier regard à mon bureau. Le contrat de l'hôpital Mémorial de Lyon attend sur mon bureau. Un autre hôpital prêt à mettre en œuvre le système que j'ai construit à partir de rien d'autre que de la détermination et de longues nuits. Je ferme la porte derrière moi, laissant le message vocal de grâce et leur monde en ruine, là où ils doivent être. Dans un passé que je ne revisiterai plus. Les échinacées pourpres se penchent vers le soleil. Je pince une autre fleur fanée, l'ajoutant à la collection dans ma paume. 6 mois se sont écoulés depuis le mariage. 6 mois à respirer plus facilement, comme si j'avais enfin quitté des chaussures qui n'ont jamais été à ma taille. Au cours entre les carrés potagers, sa cape de Batman flottant derrière lui. « Maman, je peux arroser les tomates ?» « Commence par les poivrons, » je lui dis en montrant les feuilles tombantes. « Ils ont soif aujourd'hui. » Il saisit son petit arrosoir, la langue sortant du coin de la bouche alors qu'il se concentre pour ne pas renverser. Le soleil de la mi-mai réchauffe mes épaules à travers mon t-shirt. Pas de marque de créateur ici. Juste le confort de mon propre espace, un sanctuaire que j'ai cultivé avec autant de soin que mes plantes. Michel apparaît à la porte-fenêtre du patio, 3 verres de limonade en équilibre sur un plateau. « Les renforts !» crie-t-il en descendant les marches de notre modeste jardin. Ses mains de chirurgien, les mêmes qui effectuent des remplacements de valves cardiaques délicats, passent maintenant la limonade à notre fils avec une cérémonie exagérée. « Merci, mon bon monsieur », répond Léo avec une révérence chancelante, qui manque
de renverser sa boisson. Les yeux de Michel croisent les miens par-dessus la tête de Léo. La conversation silencieuse passe entre nous. C'est ça qui compte. Ce jardin, ce garçon, cette vie que nous avons construite à partir de rien d'autre que de la détermination et de la vérité. Le conseil d'administration de l'hôpital Davis a approuvé le système de surveillance des patients, dit Michel avec désinvolture, bien que nous sachions tous les deux ce que cela signifie. La 5e grande chaîne hospitalière a adopté la technologie de Medinova cette année seulement. Des milliers de patients supplémentaires qui se rétabliront en toute sécurité grâce à ce que nous avons créé. « C'est le numéro 5 !» annonce fièrement Léo en comptant sur ses doigts. « Maman aide tous les malades à guérir plus vite. » Je lui ébouriffe les cheveux, étonné de la façon dont il absorbe tout. « C'est l'idée, mon grand !» L'assaut net retentit de l'intérieur. Michel lève un sourcil. « Tu attends quelque chose ?» FedEx probablement. Ces échantillons de composants de Suisse. Mais quand Michel revient, son expression a changé. Il tient une lettre recommandée avec accusé de réception. L'adresse de l'expéditeur est visible même de là où je me tiens. Grasse Fournier-Dubois. Mon estomac se noue, le nœud familier que je pensais avoir enfin démêlé. Je me lève, essuyant la terre de mes mains sur mon jean. Je serai dans mon bureau. L'enveloppe reste sur mon bureau pendant 17 minutes, pendant que je finis d'examiner les projections trimestrielles. Les chiffres sont une forteresse, un refuge de logique et de prévisibilité. Michel s'appuie contre le cadre de la porte, un soutien silencieux. Sa présence est un rocher, un rappel constant que je ne suis plus seule face à la tempête. Quand je l'ouvre enfin, une seule feuille de papier à lettres couleur crème glisse, couverte de l'écriture soignée de grâce. Ambre, la clinique a fermé le mois dernier. Pas à cause de quelque chose que tu as fait, mais à cause de tout ce que maman et papa ont fait. L'enquête a révélé des irrégularités de facturation remontant à 15 ans. Daniel m'a quitté. Il a dit qu'il ne pouvait pas construire une vie avec quelqu'un en qui il ne pouvait pas avoir confiance. Il avait raison. Je n'écris pas pour demander de l'argent. Je sais mieux maintenant. J'écris parce que j'ai besoin de te dire que tu n'as jamais été le problème. J'ai été élevée en croyant que ton intelligence menaçait la mienne, que ton indépendance sapait ma sécurité. Je les ai crus quand ils ont dit que te couper les ponts était nécessaire. J'avais tort. Ils avaient tort et je suis désolée. Grâce. Michel ne demande pas ce qu'elle dit. Il attend que je plie la lettre et la remette dans son enveloppe. « Que vas-tu faire ?» demande-t-il. Rien de drama. Tic, je réponds en me tournant vers mon ordinateur. J'ouvre un document, tape pendant plusieurs minutes, puis j'imprime une seule page. Je la glisse dans une enveloppe de Medinova, sans y joindre de réponse personnelle. Pas une lettre. Pas un mot. Juste un formulaire. Je ne lui offre pas l'absolution, car ce n'est pas à moi de la donner. Mais peut-être puis-je lui offrir ce que personne ne m'a jamais donné. Une chance de commencer par elle-même, avec ses propres mains. 2 semaines plus tard, je me tiens au bord de la conférence européenne des technologies médicales à Marseille, regardant mon équipe faire la démonstration de nos dernières innovations à une foule de professionnels de la santé. Le stand de Medinova attire l'attention, notre réputation nous précédant désormais. L'atmosphère est électrique, un tourbillon d'idées, d'ambition et de progrès. C'est mon monde, un monde que j'ai bâti sur la logique, la data et un désir, implacable d'améliorer les choses. Un mouvement fugace attire mon attention. Quelqu'un en blouse bleu pâle près du pavillon de la formation. Grâce. Ses cheveux sont tirés en une simple queue de cheval et elle écoute attentivement un conférencier discutant de la certification d'entrée de gamme en codage médical. Nos regards se croisent à travers le hall d'exposition bondé. Pas de halètement cette fois, pas de drame, juste une reconnaissance silencieuse.
Elle tient la demande de stage de Medinova que je lui ai envoyée, serrée comme une bouée de sauvetage. Ce n'est pas un passe-droit, c'est une porte d'entrée. Elle devra passer les mêmes entretiens, répondre aux mêmes exigences que n'importe quel autre candidat. Je lui offre un petit hochement de tête. Pas le pardon, pas encore, mais une reconnaissance. Une reconnaissance de sa première étape vers une vérité qui lui est propre. Elle me le rend, les yeux brillants de quelque chose qui pourrait être de la détermination. Nous ne nous approchons pas. Certaines relations sont terminées, pas continuées. Elle doit trouver son propre chemin maintenant, loin de mon ombre, loin des mensonges de nos parents. Ce soir-là, depuis ma chambre d'hôtel, avec vue sur le Vieux-Port, je finalise les documents pour la bourse médicale, première génération Fournier. Non pas nommée en l'honneur de mes parents, mais pour réapproprier mon nom de naissance pour quelque chose de meilleur, quelque chose qui construit au lieu de détruire. 20 étudiants sans soutien familial recevront une scolarité complète et un mentorat l'automne prochain. C'est ma façon de transformer le poison en antidote, de m'assurer que d'autres jeunes ambitieux n'auront pas à endurer la solitude et la lutte que j'ai connue. C'est l'héritage que je choisis de laisser. Un héritage de soutien et d'opportunité. L'exact opposé de celui que j'ai reçu. De retour à la maison, je m'agenouille à nouveau dans notre jardin, creusant de petits trous pour de nouvelles pousses. Léo aide, ses petites mains tassant la terre autour des racines tendres. Le cycle de la vie, simple et honnête, se déroule sous nos doigts. Certaines plantes ne poussent pas bien les unes à côté des autres. J'explique, lui montrant comment espacer les plants. Elles ont besoin de leur propre espace pour s'épanouir. Comme les gens ? Demande-t-il, étonnamment perspicace pour son âge. Malin, mon garçon ? Je murmure en l'embrassant sur le front. Oui, comme les gens. Le soleil décline, projetant une lumière dorée sur notre jardin. À travers la fenêtre de la cuisine, je vois Michel préparer le dîner, se déplaçant avec aisance dans l'espace que nous avons créé ensemble. Je presse une autre graine dans la terre sombre, la recouvrant doucement. Un acte de foi, un investissement dans l'avenir. Certaines racines vous sont données, celles, est-ce de la naissance, du sang, de l'obligation. Mais il y en a d'autres, les plus fortes, celles que l'on choisit de planter soi-même, de nourrir et de regarder grandir. Mon jardin est plein de ces racines choisies, et ma vie, enfin, aussi. Je respire profondément l'odeur de la terre et du chèvrefeuille. Et pour la première fois depuis si longtemps, je me sens complètement et irrévocablement chez moi. La paix n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité à rester debout quand elle passe. Et je suis toujours debout.